Donc, il me fait grand plaisir de vous accueillir au lancement de la série d'ateliers intitulée « Démystifier l'usage des mégadonnées dans les sciences sociales ». Donc, comme nous avons un horaire relativement chargé, je vais être très brève. Donc, nous vivons une période qui est très stimulante en sciences sociales et en sciences humaines. La multitude de données accessibles sur nos ordinateurs en fond, constitue ce que j'appellerais, comme toute bonne économiste, un embarrassement de richesse. Mais le potentiel de recherche avec ces données-là est énorme. Donc, ce tsunami-là de données force un peu une transformation numérique des sciences sociales et humaines. Une transformation pour laquelle peu d'entre nous sont formés. Donc, et puis, on n'a pas nécessairement tous les outils numériques nécessaires pour analyser ces données-là. La courbe d'apprentissage pour traiter, comprendre, analyser ces méga-données est relativement abrupte pour nous. Donc, on a grandement besoin d'une formation qui soit adaptée à cette nouvelle réalité-là. Donc, cette petite formation de 10 séances ne va pas faire de nous des scientifiques des données. Loin de là. Donc, l'idée, c'est vraiment de démystifier leur usage, faciliter l'accès, connaître les enjeux, les difficultés auxquelles on aura inévitablement à faire face, surtout aussi éviter les erreurs. Donc, c'est un peu pour arrêter d'avoir peur et plonger dans cette mer de données-là. Je dois tout d'abord vous dire que nous remercions chaudement le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour la subvention Connexion qui permet de financer cette série d'événements-là. Je tiens aussi à souligner le travail de conception, de rédaction de la demande de subvention de la part de Laurence Soler-Pelletier, mon ancien bras droit, et Davide Pulizzotto à ma gauche ici. Donc, sans eux, on ne serait pas ici ce midi. Donc, on leur doit une fière chandelle. Et avant de céder la parole à notre maître de cérémonie, Davide, je vous présente ma collègue Linda Silva, professeure à l'Université de Montréal et directrice de l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, qui est dans le fond ce que j'appellerais en anglais « my partner in crime », donc ma partenaire. Donc, je pense que ce serait mieux de venir devant. Non, non, mais... Mon ordi, j'avais pas me brancher. Non. Donc, je lui cède. Il faut qu'elle se déplace ici. Il faut quand même qu'on se déplace, nous, physiquement. Donc, ça prend un certain temps. Donc, la voici. Merci. Je me vois, oui. Vous m'entendez bien? J'imagine, oui. Alors, on m'a demandé juste de dire 2-3 minutes. Je vais intervenir dans un webinaire dans 2 semaines. Juste expliquer mon point de vue sur l'utilisation des mégadonnées en sciences sociales, bien du fait que je suis professeure, donc, à l'École de bibliothéconomie des sciences de l'information. Et depuis 2-3 ans, je donne un cours d'introduction à la gestion des données, qui veut dire beaucoup de choses différentes, en fait. Il y a différents types de données. Les mégadonnées sur 4 types de données que j'étudie dans mon cours. Et on peut avoir 2 points de vue sur les données. Le point de vue de l'acquisition des données et de leur analyse, qui est le point de vue des chercheurs qui sont confrontés à ça, puis chercheurs, pas seulement des chercheurs académiques, mais des analystes de données, où on peut avoir le point de vue de comment les gérer, ces données-là, une fois qu'on les a acquises. Alors moi, c'est davantage là-dessus que se concentre mon cours et mes expertises, même si je ne peux pas faire abstraction de l'analyse de ces données-là. Donc, je suis très heureuse d'être ici et je souhaite une bonne série de séminaires à tous. Merci. Merci. Bon. Vraiment, merci à Mme Da Silva qui, vraiment, sa participation a permis qu'on ait pu aussi obtenir les financements. Donc, c'était vraiment fondamental, sa participation. Alors, donc, on commence, on rentre dans les vif. Je vais présenter les premiers conférenciers. C'est Mr. Mason Jones. Et puis, il va avoir 35 minutes. On va prendre 5 minutes de questions. Et ensuite, on aura la conférence du professeur Dominique Boulier. Et puis, on va avoir une session
des questions finales. Donc, Mr. Mason, vous pouvez commencer à partager votre écran pendant que je vous présente. On va configurer l'aspect technique de tout ça. Et en fait, je vais faire avant parce que... Super. Et donc, voilà. Alors, donc, Mr. Mason est un doctorant de l'Université du Maryland. Et il a plusieurs diplômes à l'Université d'Alabama, Auburn University et la Francis Marion University, où il a terminé une maîtrise en littérature. Et il travaille depuis plusieurs années sur les éditions numériques des manuscrits anciens et il a un regard ouvert sur l'accès à la connaissance via les outils numériques et en particulier sur le concept de open data, donc les données ouvertes. Et donc, ces recherches portent aussi sur la nature ontologique de la donnée, son cycle de vie, sa conservation, sa contribution au développement communautaire et à l'avancement des connaissances. Il est aussi associé de recherche auprès du Centre for Archival Futures de l'Université de Maryland, dans lequel il cherche à développer et à diffuser des approches centrées sur l'humain pour créer des systèmes, des processus et aussi les institutions qui permettent l'utilisation et l'entretien des objets et des données numériques au fil du temps. Donc, il a une très grande expérience dans la conservation numérique de la donnée et en fait en bibliothéconomie. Et donc, on commence aujourd'hui avec lui avec des enjeux qui sont des enjeux typiques des gens en sciences humaines et sociales qui veulent commencer, c'est-à-dire l'accès à la donnée. Donc, je vais passer la parole à Mr. Mason. Good afternoon, everyone. As they kindly said, I am Mason Jones, a doctoral student at the University of Maryland and outreach editor at the Journal of Open Humanities Data. I'm excited to be speaking to you a bit about open data practice in the humanities. I wanted to start off by thanking the organizers and for their invitation and for putting this webinar together. I'm very excited to be a part of it. So I wanted to start my discussion speaking more broadly about open humanities data, open data practices, the work that goes into creating open data, why open data matters, both in terms of the structure and the ethics behind open data, and why that matters for humanities scholarship in particular. I want to speak then about the Journal of Open Humanities Data, so why open data publishing for both data and scholarship is not only important, but necessary for sustaining scholarly conversation about open data and about humanities data in particular. And then I want to finish discussing some of my own work and the projects that I've been involved in that are closely related to the work of open humanities research and open data more broadly. So I'm going to start with this definition of what I mean when I say open data, and particularly what I mean when I say open humanities data. Many of you are probably familiar with the open science and open data movements that have been occurring for some time now, pushes to have scientific research, scientific data available, publicly available, getting rid of significant barriers to access of scientific research, access of data-driven research, financial barriers, logistical barriers, things of that nature. The open definition that I will be operating on
for the remainder of this talk is this idea, this set of principles of data being available to the wider research public, of data being available to scholars and researchers, not just in academia, but also non-academic and lay researchers as well. This availability is a more radical approach, but is also one that is sustainable and important for values of access to data. And so when I'm talking about open data, I'm talking about an approach to information sharing and information production that is predicated on the idea that data being shared more widely is a net benefit to scholarship, to research, and to information practices more broadly, and that barriers to access are barriers to knowledge. And so these are the values and the ideas broadly that I will be operating under. A few qualities of open data that are necessary foundations for communicating information, for preserving data. Open data should be, on a fundamental level, findable information where individuals who want to engage in research will be able to find sets of data and will be able to locate it in some kind of database, whether it is a very public repository such as a GitHub page or a Git more generally, or whether it is hosted in an institutional repository. It should be able to be accessed either simply by request or by the use of a search engine. These open data should also be accessible, meaning that if it is able to be found, a researcher should also be able to take hold of that data in some meaningful way as a download or even just a physical set, but typically this will be a digital medium of access for the researcher. And it should be, the goal of open data ought to be, and is in most cases, to reduce barriers to access and make it so that researchers are able to find and get a hold of those data. Open data ought to also be reusable, meaning that researchers are not just able to access, but also to make use of that data in new contexts through new methodologies or approaches. And it ought to be reproducible so that these data are subject to similar methodological approaches. Researchers are able then to reproduce a similar set of data. This is very closely tied to the idea of data replicability, the ability for independent researchers to vet existing data results, and scholarly methodologies and frameworks to produce a similar set of data. And open data promotes this by making results not just described, but also readily available to researchers looking to conduct a replicability test of, say, a similar corpus or body of work or body of data for analysis. And another important key for open data is open data should be interoperable, meaning that things like file types, file structures should not be barriers to the utility of a set of data. And so data storage principles ought to keep in mind the utility and the diversity of hardware and software systems that will be used to access these data. In relevance to the humanities,
often when data-driven scholarship is talked about, what's considered is more scientific, mathematical, or technological data. And often the humanities are not considered at the forefront of data production or data analysis work. However, the humanities fields have for centuries engaged with and produced a diverse collection of data, types of data, and structures of data. Literary corpuses, organizations of varying types of linguistic, geospatial, social, economic, communal organization data, data about art and history and culture all serve as bodies of data for analysis, for examination. And the open data movement expanding to these types of humanities data and even incorporating new views of what data outputs are for humanities scholarship, sets forth some particular questions about the kinds of data that are produced and what can be done with those. Typically, humanities data in terms of preservation and organization have adapted to and adopted principles from open science and open technology research. So established STEM practices for data management, creation, storage, and availability are integrated into how the humanities view their own data production and outputs and how they view their own organization. But there is also a factor with humanities research where the data being produced is not always entirely equivalent in style or structure. And so innovations for data management and open data practices currently are continue to be explored by researchers engaging with these types of data. So why open data? Why open humanities data? Open data more broadly makes methods and frameworks and corresponding outputs of research available to any party interested in conducting or examining or engaging with such research. Open data can serve as a point of advocacy for a variety of humanities disciplines, namely by demonstrating the breadth and the value of scholarship that is produced, of data that are produced using humanities-specific methodologies. Open humanities data practices also maintain public accountability for researchers, both to their institution, fellow researchers in their field, as well as potentially funders or others interested in that area of scholarship. Open data promotes replication, promotes engagement with a corpora, and influences how individuals are able to engage with and practice scholarship, both in the academy and outside of it. And the humanities have produced and collected data for centuries. These new digital methodologies are in some ways a reflection of the kinds of collection and organization of data as a humanistic practice, as a and as an educational and pedagogical tool. Libraries of information have existed for millennia and have promoted a diversity of approaches and avenues for engagement with data produced by humanities scholarship. So while open humanities data practices
are a significant and inclusive and accessible action. These practices do come with some potential issues that may undermine some of the principles, and it is important when scholars are engaging in open humanities data practices in creating open data to also be aware of these issues. And this is admittedly a very limited scope on some of the threats that are potential for open data. And these, I think, represent broader concerns for open data outside of the humanities, but namely what I've termed hierarchical sensitivity. This is data that are sensitive on an institutional or an organizational level. This could include historical data with potentially revealing information about an institution or private individuals or institutional records, things that may be organizationally, institutionally sensitive, and also potentially a threat to the integrity of a researcher's project. Conflicts of interest, conflicts of alignment, I think, can come up with these types of data. There's also personal sensitivity with regards to data. Humanities scholarship does intersect with potentially sensitive qualitative information. For example, an oral history project, something which includes video recorded data of an interview with an individual. So qualitative experiences relayed as data can potentially enter into providing information publicly that is sensitive or potentially threatening to a person's privacy, private identity, or their public image. And so considering for open data, what it means to protect individual data, individuals' information, and to approach the production of and organization of open data, publicly available data, which could potentially harm an individual who provided that data, is something that needs to be considered. And thirdly, data integrity. Data integrity. This includes how statistical significance of data is presented, how data are preserved in a way that is accurate and representative of the subject being studied. The nature of open data does overcome somewhat the potential issues with data manipulation or the opaque qualities of data that are not necessarily easy for researchers to get at the entire set of data. So open data overcomes some of these issues. However, it is not often an entire back-end explanation or presentation, rather, of the data process. There is still an element of trust between the researcher, the data producer, and the individuals who are accessing them. And so questions of integrity for open data do persist to some degree. I'm going to switch gears a little bit, and I want to talk about the Journal of Open Humanities data, to talk about a venue that I am associated with, which prioritizes open data practice, open access research. One which prioritizes the freely available scholarly information, and which engages in the practice of data production, preservation, and open access of humanities data. So the Journal of Open Humanities data is associated with Ubiquity Press,
It produces a number of different kinds of papers in a variety of subjects. These include history and art history, classics, literature, linguistics, computational linguistics, modern languages, musicology, religious studies, philosophy, as well as others. They publish both individual papers as well as papers that are included in a number of special issues which highlight particular topics and which engage the open data community in a variety of ways. The Journal of Open Humanities Data launched in 2015. It is part of Ubiquity Press Meta Journals family, which means that the papers are published include broadly research data. In the case of JODE, research data which focuses on the humanities. It also includes research on software as well as hardware. And these the research in these areas engages a variety of scholarly topics and promotes open data practices. There are two major types of publication which JODE works through. One of the major driving points of research publication are data papers. These papers are roughly 1,000 words, fairly short articles, which mainly detail the contents of a data set or a body of data. They freely point to data that are stored externally in some source, typically a publicly available repository. And so these data papers serve to promote open data practices for humanities-specific research. In addition to this, JODE also publishes full research papers as well. These are 3,000 to 5,000 word research articles that detail more scholarly analyses, methodological details for data-driven humanities research. To date, we have published 72 papers as of August. These include both data and research papers, and in both cases, the publications have been fairly wide-reaching and have had significant contributions to a variety of different fields. And the scope of JODE and the research areas being published continues to grow. JODE envisions open access research in respect to this pyramid, the kinds of research that is produced and the ways in which that elements of the open access process engage open data and engage the public for that specific research area. At the top being the research paper, still very much the gold standard for scholarly communication. These detail not simply just the body of data, but detail the methodologies, frameworks, supporting theories for data collection and analysis. These are supported by, in some cases, a data paper, which is more focused on the elements which go into the data itself, what the data look like, what mode these data exist in. These are typically supported by a data repository, and below that a code repository, which both work together to orient and justify
the data-driven research. And all of these work together to serve as open access scholarship for the public in a given field. Jode's highlighting of a variety of different communities, topics more broadly, exists in an open access space in order to highlight the diversity of data being produced, but also a unification of open data principles and practices, and the publications that come out on a regular basis exist in some sense to highlight the ongoing adoption of open access publication and open data practices within the journal. To highlight this further, one of the biggest priorities for the Journal of Open Humanities Data is a focus on accessibility, the ability for users, for researchers to access the research that is published by Jode, to access not just the materials, the papers, the research papers and data papers, but also the data itself. Jode points researchers, scholars to where the data are held, so that not only can you engage with the research paper itself, but also with the body of data that supports it in order to get a fuller picture about what this research is and what the implications of these data are. Jode is also engaged in open interaction with the open data community, with data-driven research more broadly, in terms of social media and communications. The hashtag Show Me Your Data campaign, which exists primarily on Twitter, invites institutions and scholars, research teams and labs to share bodies of data, and to talk about how these data were produced, and to invite the broader public to engage. Invite the broader public to engage with the data and potentially prompt new research. The aim is to promote open research practices and data sharing, to promote a quality and a culture of scholarship that prioritizes open research and open data. I want to kind of round out by talking a bit about my own work and my current association as a doctoral student with the University of Maryland's College of Information, College of Information Studies, as well as the Center for Archival Futures and the lab that I am a part of, which is the Recovery and Reuse of Archival Data Lab. All of these work together to highlight an emerging culture of open data practices, and specifically with concerns of, in my case, archival concerns, data management concerns with humanities data production, practice, and dissemination. So what drives the research at the RAD lab, as we call it, are open research values and an open data practice. The lab as a entity is committed to open access publication. Papers coming out of major research initiatives from our lab are open access and are committed to promoting open access data publishing. Scholarly research conducted on data begins with publicly available cultural heritage data, so galleries, museums, libraries, and archives. And it promotes engagement publicly within the University of Maryland and beyond with open data practices and building relationships
with open engagement with data and scholarship more broadly. In a recent publication with myself and my PI, Dr. Victoria Van Heining, and a group of archivists and librarians at the Library of Congress, published a paper, a data paper detailing this kind of research, which highlights the Library of Congress's By the People initiative, which is a public crowdsourcing platform for researching and creating crowdsourced transcriptions of historical manuscripts. This not only engages in public open access publishing, but also open data by highlighting and studying a repository of data, which is fundamentally open and available to the public. A recent funded research project, the Crowdsourced Data Accuracy, Accessibility, and Authority project, which is currently underway, is funded by the Institute of Museum and Library Services in the United States. This career grant for Dr. Van Heining supports research that engages specifically with open data, open scholarship, and is also itself as a project committed to open data publication. The project explicitly engages with humanities data, working further with crowdsourced transcriptions and bodies of scholarship, which are hosted publicly by cultural heritage institutions, and examines how the data are wrangled, collated, organized, and made publicly available. The project is in its early stages, but is already a part of a significant initiative to make publicly available scholarship and public open access publications as a major output. And that is all that I have at this stage. Thank you. Ben, je vais parler en français. Et Mr. Mason va avoir l'interprétation. Donc, merci à vous, Monsieur Mason. C'était très intéressant. On va effectivement commencer à prendre des questions. Je n'ai au moins déjà 2, plus moi, plus Catherine. En tout cas, il va y avoir plusieurs questions. Je vais commencer avec la première question qui vient en ligne, en fait, par Zoom. Et ça fait longtemps qu'elle est là. Je pense que vous avez commencé à parler, puis il y avait déjà la question. Et je vais la dire en français. Donc, comment... Non, mais c'est pour permettre. Donc, c'est la définition open data, donc données ouvertes. Et comment il a changé pendant le temps? I'm not entirely certain of the history of the term for open data, and at least to that extent, how much it's changed. However, it seems to, at least to some extent, been defined, like I said, by open science initiatives. I think that it's to some extent fairly new in its own right, at least in the grand scheme of things. But that's something I would need to look into and get back to you about. Ok, merci. Je vais passer la parole à Madame Baudry. Tu peux peser. Ouais. Thank you very much for a very good presentation. That was very insightful. Being a data person, I'm just wondering, how can we do searches on the JODE open data? The stuff that we're trying to do with my group is to have bodies of text on which we can train algorithms on specific subjects.
we're interested in the chair that I lead on innovation and collaboration. So how could we search in the JODE database on data repository that would be relevant to these topics, that would help us define or have a broader list of text related to these subjects? So basically, what kind of metadata is there to do searches? And is it possible to do, once you have selected all these texts that you want, to do bulk downloads of these tests, or you still have to do one by one and check what's in it? And because that's really important for us to be able to train the algorithms. In terms of structure and function, JODE currently is primarily a space for publishing papers. And so it would need most likely be finding the papers which seem to be dealing with the subject of interest first. And then following from there, what is typically an easily accessible body of data stored externally. So unfortunately, that is just the limitation of the structure as a primarily paper publishing platform, rather than itself being a kind of autonomous data repository. Does that answer your question? Yeah, thank you. Ok, je vais voir s'il y a des questions ici encore dans la salle. J'ai copie des questions en ligne. Ok, je vais passer une question en ligne, bien par Zoom. Quels sont les pourcentages de publications en sciences sociales qui sont publiées en données ouvertes? Unfortunately, I don't have the specifics on social science data off the top of my head, so I apologize. It's okay, on ne peut pas tout savoir. Et je pense que ça ne sera pas difficile de trouver un peu avec les Journal Open Data, peut-être les trouver cette statistique-là. J'ai une autre question. Quel est, selon vous, en fait, les premiers obstacles des chercheurs qui ont des données en sciences humaines et sociales, mais qui ou veulent pas les partager ou veulent les partager, mais ils ont des problèmes? En fait, quel est l'obstacle principal pour mettre les données, en fait, pour transformer les bases de données que nous avons en données ouvertes? I think some of the biggest obstacles is just awareness, ensuring that a scholarly public or an interested lay public are able to actually find this or know that it exists to be found in a certain place. So oftentimes there are publications which are not open access, which will link researchers to an open set of data, but because the publication itself where that data is made known is behind a paywall or is otherwise inaccessible, it makes that motivation for having open data as opposed to just analyzing and publishing research on that data. The incentive there is difficult, and especially if it costs money to openly host, such as through an institution or through a scholarly organization, rather than just a publicly available repository such as a GitHub. Ok, merci. Je vais activer l'audio d'une personne qui est sur Zoom, Alvar, et qui a une question. Monsieur Alvar. Hi. Well, first and foremost, thank you for the presentation. It's actually quite interesting. My question is related to the one you just answered. Is there
is there really a trend, a positive trend on open data publications, or is here, or in an honest manner, is it more of a wishful sort of a path that we could or we should take? Is separating the morality that I think we should, versus the reality. Are we really doing it? Is there enough money and support and background, and is the community growing and getting active on not only spreading the word, but pushing pushing publications and students and so on to publish in such a way? Thank you. Well, in an optimistic sense, I would like to think so. Jode itself has every year had subsequent growth with publication and with scholarly interest. And as a relatively young journal, the growth trend has been very optimistic. I can't say if this trend will continue. I definitely hope so. But with a digital humanities research often popularizing itself in public spaces, disseminating research on Twitter primarily, which is a lot of where digital humanities research kind of communication works in a very real sense. That openness, I think, is continuing. I see at this stage positive trends in terms of sustainability. It's difficult to know because of the expense of open access publishing, the expense of data hosting, and the need for or the continued need for research initiatives to factor those expenses into grant applications and funding requests and institutional support. That high cost publication fees to sustain these platforms is something that will need to be considered more and more if this model is to be supported. So there is certainly some existential threats, but the trend for and the openness to open data practices, I think, are increasing rather than decreasing. Thank you. Ok, je vais attendre encore 30 secondes pour voir s'il y a d'autres questions, à la fois dans la salle ou en ligne. Et sinon, je pense qu'Alvar peut être réactivé, Alvar. Oui, merci. So the second question is, do you think in order to not only to keep the movement alive, but to grow it as well, do you believe we should prefer one type of journal, of open data journal, or we should sort of should we do depth versus sort of width? Like, yeah, I think it's sort of, or should we sort of be also working on creating other open data journals? On a more personal sense, I guess, I kind of think both to some extent. I think that existing platforms that highlight open data and are subject specific, both in the sciences and the humanities and beyond, I think that increasing depth there in those communities is good. I don't think that something that is very hyper-focused would need to be broader than it is. And the humanities as itself is quite broad in terms of what it encompasses. But I also think that the adoption of open data practices and open humanities scholarship also gives opportunities for changing the landscape of how scholarly communication occurs. I think that there is a not insignificant trend moving away from traditional avenues of scholarly communication
and that should probably be embraced rather than rejected in order to facilitate real and sustainable open research. OK, merci. Merci vraiment beaucoup, Mr. Mason. Et merci à tout le monde pour avoir participé à la session des questions. On va changer de conférencier. On va passer à Dominique Boulier. Et de toute façon, il va y avoir une dernière session de questions. Donc, si vous avez des questions à la fin encore pour Mr. Mason, on va avoir l'espace pour lui poser d'autres questions. Donc, merci beaucoup. Et alors, je vais demander à M. Boulier de partager sa présentation. Voilà, bonjour à tous. Merci de me dire si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, ça fonctionne. J'avais une présentation pour vous, mais j'ai l'impression que ça n'est pas, nécessaire parce que le monde devrait... il y a beaucoup de monde, je pense, qui vous connaît, mais je vais quand même dire deux mots. Vous êtes sociologue et linguiste, professeur à Sciences Po à Paris. Et il enseigne aussi à l'école du management et de l'innovation, à l'école des affaires publiques et à l'Executive School, où il est responsable du module de master en humanité numérique. Donc, auteur de plusieurs bouquins et articles sur le numérique. Et voilà, il travaille beaucoup sur comment on peut utiliser la science des données en sciences humaines et sociales. Donc, moi, je suis vraiment très, très content de vous avoir ici. Donc, merci pour avoir accepté et je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Alors, ma présentation va être centrée sciences sociales en général et un peu moins humanité, même si j'ai eu le plaisir de contribuer à la création du Master en Digital Humanities à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, quand j'y étais. Donc, il y a un certain nombre de questions qui seront peut-être décalées en fonction de vos intérêts, mais mon propos est d'essayer de vous faire comprendre à quel point nous vivons une époque formidable, mais surtout une époque qui va nous proposer des pistes de recherche tout à fait nouvelles. Alors, quand on parle de big data en général, ou de mégadonnées, vous avez raison, c'est qu'on s'intéresse, vous le savez, au volume et à la variété. Ce sont les critères, deux des critères des 3 V du big data, mais on s'intéresse aussi à la vélocité, chose qu'on ne connaissait pas du tout en sciences sociales avant. Et donc, c'est cette dimension-là qui me paraît intéressante à prendre en compte pour faire comprendre à quel point nous avons affaire à des données d'un genre nouveau qui sont les traces de très bas niveau, à haute fréquence, que nous récupérons, que je dis nous, en réalité, vous le verrez, je terminerai là-dessus, par les plateformes, que les plateformes récupèrent. Alors, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les bases de données que l'on construit péniblement, lentement et avec nos petites ressources financières dans les sciences humaines ou dans les sociales ou dans les humanités. Là, nous sommes dans les grandes masses de données que collectent l'ensemble des plateformes et qui font aussi leur business, bien entendu, avec ça. Donc, la question va être posée de qu'est-ce que l'on peut faire avec ça, et je vous expliquerai pourquoi c'est important de se poser cette question-là. Alors, une fois qu'on sait qu'il existe ces sources-là, avec les limites d'accès que l'on connaît aussi, mais est-ce que l'on peut du coup s'autoriser à continuer à faire les mêmes sciences sociales que je dirais amplifiées par le numérique et ses capacités de calcul, avec le machine learning en général, chose que l'on peut faire tout à fait en digital humanities, en humanité numérique, je l'ai fait avec d'autres collègues, donc ça, ce n'est pas un problème. Ça s'appelle effectivement plutôt, puisque vous êtes dans l'innovation, plutôt de l'innovation incrémentale. Donc on peut faire ça, et c'est très légitime de ce point de vue. Mais j'essaierai aujourd'hui d'insister sur le fait que nous devrions plutôt admettre qu'il est possible là de mettre sur pied une innovation de rupture au sens, du coup, dans le domaine conceptuel, vous voyez, puisqu'il existe désormais une nouvelle époque de quantification, et cette époque de quantification est très importante à prendre en compte en la comparant à des époques précédentes
où l'on quantifiait le social, puisque ce n'est pas de maintenant qu'on quantifie le social, évidemment, mais l'intérêt, c'est que désormais, nous avons la possibilité d'accéder à des questions, à des sources, à des problèmes qui avaient été complètement sous-estimés et avec des points de vue qui ont été même carrément disqualifiés. Je me situe du coup dans la lignée de Tarde, et vous voyez, Tarde, c'est les années 1890. Donc, c'est quand même très loin apparemment. En réalité, la question conceptuelle qu'il a posée reste posée autour de ses travaux sur l'imitation, et c'est donc dans cette lignée-là que je vais me situer. Alors, d'abord, rappelons quand même que quand on parle de big data, on n'est pas forcément centré sur les questions de quanti a priori, de quantification a priori. Je voudrais insister pour tous ceux qui sont en sciences sociales et qui font du quali, comme on dit, qu'ils soient bien persuadés qu'en réalité, ils font aussi du quanti déjà, de fait. C'est-à-dire que quand vous faites un terrain, eh bien vous faites un terrain. Si vous faites, et dans le terrain, vous observez plusieurs dimensions, ce qu'on appelle dimensions en statistique, ou plutôt ou éventuellement des variables. Et donc, vous observez plusieurs dimensions de la situation. Et comme vous pouvez passer beaucoup de temps éventuellement dans un terrain, comme le font les ethnographes, eh bien, vous pouvez petit à petit ajouter énormément de dimensions. Et à ce moment-là, on ne parlera plus de big data, on parlera plutôt de fat data, c'est-à-dire de données épaisses, comme on dit, quelquefois des observations épaisses, thick description, comme disait Clifford Geertz. Et là, on aura beaucoup de dimensions. Mais évidemment, le problème, il est que quand on fait cela, c'est très coûteux à collecter, c'est très riche. Il ne faut donc pas le sous-estimer. Hein. C'est très riche, mais si on veut engager une démarche de comparaison, il faudrait faire exactement la même chose dans plusieurs tribus, dans plusieurs organisations, dans plusieurs situations, etc. Et là, on a un problème, c'est que souvent, tout l'effort que l'on a mis sur la quantification, l'extension du nombre de dimensions, eh bien, on a du mal quelquefois à le reproduire en termes d'observation, puisque c'est l'autre dimension de la collecte de données, c'est effectivement le nombre d'observations dont on dispose. Et donc, si on numérise un beau manuscrit en humanité numérique, c'est génial parce qu'on aura des quantités de dimensions et on pourra l'étendre dans tous les sens, mais effectivement, nous ne pourrons pas le comparer et entrer du coup dans une logique de quantification très proche de la quantification, le début de la quantification étant effectivement la comparaison dans ce domaine-là. Et là, on aura donc un tall data, un small data, qui seront effectivement pas très longues, pas très nombreuses en termes de nombre d'observations. Donc, gardons ça en tête, c'est qu'il y a à chaque fois ces deux dimensions et que c'est un compromis à trouver quelquefois. La promesse du big data et du machine learning qui va avec consiste à dire ne vous embêtez pas, vous pouvez augmenter les dimensions autant que vous voulez et vous pouvez augmenter les observations. Non seulement vous pouvez, vous devez augmenter les observations au maximum et c'est cela qui rendra nos corrélations plus robustes. Le problème étant quand même qu'on a un problème de dimensionnalité, comme on dit en informatique, c'est-à-dire qu'à un moment, ça commence à buter quand même. Vous ne pouvez pas augmenter les dimensions sans fin. Donc, c'est quelque chose qui est un problème que nous devons prendre en compte en tant que tel dans toutes les activités des sciences sociales. Alors, je vais prendre justement une version historique de tout cela, comment nous avons pu faire jusqu'ici dans les sciences sociales pour entrer dans cette quantification du social. Et les grandes étapes que je vais prendre en compte sont en réalité ce qui a présidé à la naissance même des sciences sociales. La première étant, et je vais les présenter non pas historiquement d'abord, je vais présenter ça un peu plus ensuite historiquement, et je les appelle quand même des générations parce qu'elles sont nées successivement. Donc la première, c'est l'époque de la société, c'est-à-dire celle qui va reposer sur des recensements. Alors à chaque fois, je vais être attentif à prendre en compte le dispositif, au sens de Foucault, de prise en compte de la quantification et du fait que ce dispositif-là, il est aussi un dispositif de gouvernement. C'est très important de l'avoir en tête. Donc le recensement, c'est quelque chose qui, techniquement, va naître réellement de façon opérationnelle, avec les machines de Hollerith d'ailleurs, à la fin des années 1800. Et donc ce recensement, il crée des conditions de possibilité pour certains paradigmes de la pensée du social. C'est le moment où on va penser le pouvoir de la société. C'est ce que fera Durkheim notamment. Le principe de validation, c'est l'exhaustivité. Il faut en récolter un recensement qui ne serait pas exhaustif, serait quand même très faible, très peu robuste. Et on va pouvoir du coup travailler avec les registres, les enquêtes et le dispositif étatique de collecte de tout cela à travers des instituts nationaux. Donc c'est un acteur majeur, l'État.
La deuxième étape, et je vais revenir après historiquement sur tout cela plus en détail, c'est l'étape effectivement du moment où on construit l'opinion, on fait émerger l'opinion. Et on l'a fait émerger à travers des sondages. Et les sondages, ce n'est pas le recensement, puisque précisément, ça nous permet de travailler avec des échantillons. Et l'échantillonnage, c'est une opération qui a été elle-même longue à venir, c'est-à-dire qu'il a fallu, même si les principes ont été établis par Caillère à la fin des années 1800, au début 1900, en réalité, il a fallu au moins 30 ans pour les statisticiens pour se mettre d'accord sur la façon de faire tenir correctement un échantillonnage. Et donc, on se retrouve avec la possibilité de faire des sondages qui, évidemment, vous permettent de faire beaucoup de choses, y compris dans l'agriculture, ce n'est pas seulement dans l'opinion, hein, puisqu'on faisait des sondages sur la taille des parcelles pour anticiper le volume de production, etc., comme l'a montré Emmanuel Didier. Et donc, ces sondages-là, ils vont fonctionner à la représentativité. Et évidemment, ils reposent sur une population de référence qui suppose qu'elle a dû être construite à travers les recensements, et donc, ou d'autres registres. Et là, on va avoir la possibilité de construire effectivement avec les instituts de sondage. Ce n'est plus l'État qui procède à cela, ce sont les instituts de sondage. Et souvent, ils le font, c'est dans les années 30, ils le font pour les masses médias. Et donc, on a des questions particulières qui vont naître, et je vais revenir plus en détail là-dessus, à cette époque-là, avec un ensemble de contraintes techniques et de façons de penser le social qui vont être spécifiques à cette époque. Et qui, bien entendu, n'ont pas éliminé le recensement. Ça continue. Et on continue maintenant à travailler sur l'opinion avec des sondages, même si nous sommes passés à une troisième génération. C'est ce que je prétends décrire ici, en disant qu'effectivement, nous entrons dans l'âge des propagations, dans l'époque des propagations. Et ces propagations, elles reposent sur la collecte massive de traces, ce qu'on appelle le big data, qui n'est pas seulement la quantification de ce qui existait avant, c'est-à-dire des sondages ou des recensements encore plus énormes de tout un tas d'activités, mais aussi de traces spécifiques produites par un dispositif technique qui est celui des plateformes du web, en l'occurrence les GAFAM, comme on appelle ça en France, effectivement, et j'ajoute Twitter derrière, parce qu'effectivement, même si ça n'a pas la même taille, en réalité, Twitter joue un rôle essentiel dans l'ouverture d'une part de ces données, parce que lui, il permet encore un accès assez ouvert, et dans le rythme qu'il donne. Et tout ça au bénéfice de qui? D'abord, au bénéfice des marques. Vous voyez que ce n'est plus du tout le même dispositif d'intéressement et les types d'objectifs vont être bien entendu ambigus, comme c'était pour les États qui voulaient avoir des façons de gouverner les populations à travers les recensements, ce qui a permis à la science sociale de se développer malgré tout, en même temps, dans une forme d'ambivalence, si vous voulez. De la même façon, pour les masses médias, il s'agissait d'anticiper le lectorat et de ce qui plaisait pour les audiences, et en même temps de voir comment la publicité, du coup, allait pouvoir les rémunérer, alors qu'en réalité, les chercheurs, notamment en sciences politiques, s'en sont servis aussi, ou en marketing, s'en sont servis pour faire comprendre de quoi sont faites les préférences individuelles qui s'exprimaient dans les sondages. Et là, ici, nous avons affaire désormais non plus à de l'opinion, c'est très important de faire la distinction, mais à des traces de comportement, des micro-traces, hein, il s'agit bien de votre clic, de votre durée de présence sur une page, de l'ensemble de vos connexions, certes, mais surtout des choses extrêmement éphémères, quelquefois, qui sont calculées à la milliseconde, et de fait, on a la possibilité d'analyser les corrélations dont je vais parler. C'est le principe de traçabilité. Sur le plan statistique, nous n'avons pas encore réellement de validation des conditions de robustesse, j'allais dire, de la traçabilité. Eh bien, nous sommes là désormais dans la nécessité de construire l'ensemble de ces critères de validation. Alors, sur la première génération, j'ai déjà présenté un certain nombre d'éléments. Je rajouterai quand même que c'est l'époque, il se trouve que comme par hasard, comme disent les complotistes, il se trouve qu'au moment où naissent les statistiques nationales, eh bien, c'est le moment où Durkheim produit sa théorie de la société comme une société qui domine les comportements individuels, qui les influence en tant que tels, donc une entité métasociale, si vous voulez, qui est au-dessus des individus et qui les gouverne d'une certaine façon. Et donc, c'est très important parce que cette notion-là continue à exister. C'est tout ce qu'on hérite à travers ces influences sociales de notre éducation, etc. Donc, les formes sémiotiques, c'est aussi des tableaux croisés, des cartes topographiques. Donc, on fonctionne d'ailleurs avec un biais qu'on appellera effectivement un nationalisme méthodologique, comme le dit Saskia Sassen ou bien
Saskatchewan. Et donc, ce type de biais de nationalisme méthodologique, il est dû au fait que les données soient récoltées par des États. Et donc, on construit la statistique à ce moment-là avec ces critères techniques de qualité que les statisticiens connaissent: pertinence, précision, actualité, accessibilité, comparabilité, cohérence, etc. Et là, on cherche à trouver des explications. Donc ça, c'est un type d'approche du social qui a toute sa valeur et qui continue à fonctionner, bien entendu, mais qui donc est complété dans les années 30 avec l'opinion, où on a, je vous l'ai présenté déjà en partie, mais les auteurs qu'il faut citer, c'est Gallup d'un côté du point de vue opérationnel, avec les sondages où il va prédire la victoire de Roosevelt en 1936, et avec un sondage de 50 000 personnes, alors que jusqu'ici on faisait des straw polls, qu'on appelle ça, polls, avec un lectorat de 2,5 millions de personnes. Et bien ici, vous avez Les Arsfeld, qui lui va faire la partie académique de l'affaire, mais ensemble, ils vont construire la légitimité scientifique des sondages, avec toutes les limites que ça comporte, évidemment, parce qu'il est très facile de les critiquer, et on a raison de le faire, mais ce sont des artefacts qui finissent par exister, par tenir, et par avoir des effets sociaux, d'ailleurs, même si on les critique. Donc là, les courbes, c'est différent. On va travailler sur des courbes, des histogrammes, des diagrammes circulaires avec les camemberts, etc. Et évidemment, le critère, c'est l'échantillonnage, le sampling, avec des intervalles de confiance et déjà des probabilités en partie, qui seront des corrélations plutôt descriptives. Et puis enfin, pour la troisième génération, bien effectivement, on a des métriques un petit peu différentes, puisqu'on va avoir désormais des scores de viralité. Quand vous entendez parler de tweet per second, par exemple, c'est l'indicateur clé pour mesurer comment un certain nombre de choses se propagent et comment ces traces accumulées peuvent générer des scores et du ranking que l'on a, par exemple, dans les trends de Twitter, les trending topics de Twitter. Bon, et là, de fait, les utilisations que l'on fait, ça va être plutôt des graphes, des timelines, des dashboards qui sont liés à ça. Les critères de qualité sont ceux du big data, volume, variété et vélocidité, qui ne sont pas l'exhaustivité. Le volume, c'est un ersatz d'exhaustivité, puisqu'en réalité, sur le web, on ne sait pas la référence il n'y a pas de population de référence. Donc, nous sommes dans un ersatz de volume, d'exhaustivité. On fait du volume, pour que le calcul soit plus robuste, de la variété suffisante, là aussi, mais ce n'est pas de la représentativité du tout, puisqu'en réalité, on n'a pas d'idée de population de référence, encore une fois, et donc on se débrouille pour avoir suffisamment de variété. Et enfin, nous allons pouvoir donc utiliser la vélocité. Ça, c'est le point nouveau qui n'existe dans aucune des approches précédentes. Et les corrélations prédictives, c'est ce que nous propose le machine learning, nous annonce l'IA, de façon d'ailleurs souvent, survendue, j'allais dire, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres ressources à partir de là que l'on peut exploiter. Donc, vous voyez que la question, c'est plutôt comment on change de point de vue à ce moment-là. Les auteurs que j'ai évoqués, effectivement, travaillaient d'ailleurs sur des questions différentes. Vous voyez qu'à l'époque de Durkheim, c'était surtout la question de l'État-providence qui émergeait. Donc, c'était ce tout du social, on se pose cette question-là. Et avec la division du travail, qui était un des problèmes, puisque Durkheim voulait lutter contre le socialisme émergent à l'époque, et trouver un moyen de le rendre plus organique d'une certaine façon. Et puis la propagande dans les années 30, évidemment, vous comprenez pourquoi, avec l'influence des médias, et désormais, c'est en réalité les sciences et les technologies, parce que tout ce que l'on voit, y compris sur les scores, les rankings de Google, par exemple, c'est issu des travaux de scientométrie qui ont été repris par Kleinberg, lui-même ayant été repris par Brin et Page pour l'algo de Google. Vous voyez qu'il y a toute une filiation comme cela, où on a, à travers la citation, et là on rejoint les humanités numériques, c'est qu'à travers les réseaux de citations, on commence à comprendre des phénomènes de propagation qui n'étaient pas du tout dans le champ de l'investigation des sciences sociales précédentes. On peut dire aussi qu'il y a des modalités de surveillance. Shoshana Zuboff nous dit qu'effectivement, on est dans l'âge de la surveillance parce qu'on exploite les traces, à la mode de la NSA, si vous voulez. Mais en réalité, on avait aussi à chaque fois des optiques de surveillance. On identifie les corps avec les empreintes digitales, avec Bertillon. Et puis, avec Goebbels, c'est bien effectivement, on tente d'influencer les esprits. Tout ça, ce sont des méthodes de surveillance différentes, mais qui évidemment exploitent les ressources de l'époque. L'important, c'est que dans une logique de Science and Technology Studies, le fait qu'on essaye de reprendre les infrastructures qui permettent de créer les concepts, donc les infrastructures scientifiques, les infrastructures de connaissances,
Eh bien, nous avons d'un côté la machine de Hollerith qui émerge en 1890, qui donnera IBM, qui va être la condition même d'existence du recensement automatisé, alors que le Bureau of Census américain n'arrivait plus à traiter pendant 10 ans le recensement précédent. Et puis de l'autre côté, la radio et le téléphone qui vont être les médias, la radio comme média de masse et le téléphone comme méthode, y compris de recueil d'opinion, qui va se mettre en place à partir de cette époque. Et puis nous avons Internet, le web et le big data, vous le connaissez bien, c'est ça, cette infrastructure technique qui change l'ensemble de nos paramètres de connaissance et qui donc justifie, du point de vue des sciences sociales, d'adopter un point de vue spécifique, d'adopter un angle d'attaque assez différent sur les types de données et de problèmes qui sont soulevés à travers ça. Donc cette généalogie-là que je vous ai présentée, on peut la transformer en une distribution d'agentivité, c'est-à-dire que quand on fait des sciences sociales, sans s'en rendre compte, et les data scientists font des sciences sociales à tour de bras sans s'en rendre compte non plus souvent, même les physiciens viennent dans le champ des sciences sociales très souvent, eh bien, la question est qu'à chaque fois, on distribue de l'agentivité. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on dit qui est l'acteur principal d'un problème, d'une situation et d'un ensemble de données. Et là, il y a plusieurs points de vue. Il y a effectivement des points de vue, des standpoints qui sont vraiment différents. Et là, je le transforme donc en discussion sur des points de vue. Et ce qui m'importe, c'est justement de vous faire comprendre à quel point il ne suffit pas d'avoir des grandes masses de données. Il s'agit d'être averti, d'être aware, d'être conscient du fait que nous avons des types d'approches et de points de vue différents, quel que soit le type de données qu'on utilise à la limite. Et qu'il faut bien comprendre que le big data nous permet d'introduire un autre point de vue, sachant que, pour autant, ça n'invalide pas les autres points de vue. C'est très important. En général, quand les gens en sciences sociales inventent un point de vue, c'est pour balayer tout le reste. Bon, ce n'est pas du tout mon propos, au contraire. C'est dire que c'est très important d'avoir ces trois points de vue qui ne mesurent pas les mêmes choses. Mais l'important, surtout, quand on choisit des méthodes, quand on construit des corpus, quand on définit même des algorithmes, c'est de savoir ce qu'on est en train de faire. C'était la définition de l'épistémologie que donnait Bourdieu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, savoir ce qu'on est en train de faire, ça veut dire quel est le point de vue que l'on adopte, c'est-à-dire à qui on distribue de fait l'agentivité principale. Et de fait, toutes les sciences sociales des structures sont en réalité une façon de distribuer l'agentivité principalement, même si la plupart disent « OK, il y a d'autres formes de… L'acteur individuel continue à avoir un rôle, par exemple, mais ils continuent à mettre l'assistance dans leur méthode là-dessus. » Donc, on va parler de système, de reproduction. C'est le titre du premier livre de Bourdieu qui a été connu, de cause finale, de patterns, etc. On va avoir affaire à des collectifs, des agrégats, des communautés, des réseaux. Même l'idée de réseau, vous voyez, elle peut être recyclée comme une forme de structure, vous voyez. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas le cas pour l'opinion, puisque l'opinion, on va se centrer sur l'expression de préférences individuelles. Et ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'expriment, des individus, et ils font des choix à chaque fois. C'est des questions fermées, et puis il faut choisir. Et donc, on leur donne la possibilité de mettre en valeur leurs compétences de choix rationnels. Et toute l'économie comme la psychologie ont construit du coup tout un dispositif théorique où l'accent est mis sur l'agentivité de l'individu, de l'acteur rationnel qui est capable de prendre des décisions. Donc, toutes les analyses de prise de décision, la théorie des jeux, etc., ce n'est que ça, où on ne traite plus de la structure sociale et de ce qu'on hérite à travers ça, mais des décisions qui sont prises et des calculs d'utilité, notamment, qui sont faits à ce moment-là. Donc, c'est des individus, des acteurs stratèges, des influenceurs. Vous voyez que ce n'est plus la même allure à ce moment-là, ça n'a plus la même allure. Il n'y a pas un qui est faux et l'autre qui est vrai. Selon les questions, il vaut évidemment mieux choisir l'un ou l'autre. Mais après, en attendant, on n'aura pas tout réduit le problème. Et donc, les types de données qu'on va collecter et les types d'utilisation du pouvoir des big data, il va dépendre de ce point de vue-là. Et si vous continuez à avoir ce type de point de vue, bien évidemment, vous n'aurez pas forcément la même approche. Vous pouvez donc continuer dans votre lignée, il n'y a pas de problème. Moi, je propose de faire le troisième point de vue, qui est celui des propagations, où la généalogie, c'est l'imitation et la traçabilité. Et là, on va parler d'événements, d'incertitudes, de propagation, de chaos, de crise, etc. Et on va s'intéresser à quelle entité agissante? Eh bien, ce seront des entités circulantes, c'est-à-dire des idées, des mèmes, qui vont produire des ondes, etc. Toutes choses qui n'ont pas droit de citer quasiment dans les deux autres approches.
puisqu'en réalité, c'est toujours des décideurs d'un côté, ou bien il y a des structures sociales de l'autre. Là, il y a aussi des choses qui nous transpercent, qui nous traversent, qui sont des influences d'un autre type qui ne sont pas forcément organisées autour d'une intention de stratège. Il y a des choses qui font que vous vous trouvez dans la rue à ce moment-là, ou que vous êtes sur le web et que vous avez parcouru, vous avez traversé fait un parcours dans le web et vous vous trouvez percuté par un mème qui, de fait, va rester dans votre esprit pendant un moment. Donc, on a 3 sources à ce moment-là de croyances et de désirs, comme disait Tard. L'héritage, d'un côté, pour la structure. Donc, nous sommes des héritiers, ça personne, à mon avis, peut le nier quand même, mais nous sommes aussi des voisins, c'est-à-dire que nous fréquentons, nous passons à côté, donc il y a du voisinage et des effets d'influence liés seulement au voisinage. Et puis tout cela, eh bien, il reste malgré tout une partie d'arbitrage. Je ne dis pas que les humains, du coup, sont totalement soumis soit à leur héritage, soit aux influences locales. Ils sont aussi capables d'arbitrage, mais pour certains types de situations, pour certains types de décisions, etc. Et vous voyez que ça rejoint un petit peu ce que, les différences que l'on peut faire, que Braudel faisait d'ailleurs entre la longue durée, c'est les ondes longues, si vous voulez, et les cycles, c'est ce que disait Braudel en parlant de cycle, et de l'événement, il parlait de l'événement, les 3 dimensions de la temporalité historique. Et là, ce sont désormais des ondes à haute fréquence qui sont produites par les systèmes d'information. Donc, le statut des acteurs humains change fondamentalement. Donc, c'est ça sur lequel je voudrais insister, sur l'idée que, qu'on le veuille ou non, on choisit, on les définit implicitement comme soit comme des héritiers, donc des sujets déterminés, et ce n'est pas faux, bon, soit comme des acteurs stratèges, décideurs, agents rationnels, et ce n'est pas faux non plus, mais aussi, et là c'est plus radical, on peut aussi commencer à les considérer comme des véhicules pour la propagation des mêmes. Et là, c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à faire, mais que la théorie de l'acteur réseau nous avait commencé à habituer à faire, c'est-à-dire on pense comment les artefacts jouent un rôle, que ce soit des textes, des signes ou des objets eux-mêmes, et qu'ils construisent les situations et qu'ils nous font agir. Donc ça, c'est quelque chose qui a fait une rupture totale et un conflit dans les paradigmes des sciences sociales, mais que je prolonge là, dans une lignée très tardienne, vers cette approche très orientée sur les données. Donc nous avons toujours les sciences de nos outils, et les méthodes adoptées vont cibler une agentivité et non plusieurs à la fois. Alors là, c'est un peu dur, parce qu'on va dire, bah oui, mais on ne peut pas reconstituer le tout. Eh bien non, il va falloir faire le deuil de ça. Petit à petit, on pourra sans doute recombiner les choses, et admettons que nous avons des points de vue avec leurs limites, mais aussi à condition, si on veut développer des méthodes robustes pour ça, eh bien, il faut le faire avec ce type de deuil, j'allais dire, du tout, hein, d'une certaine façon. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé d'appeler ça les sciences humaines et sociales de 3e génération. Il y a un blog en open science, justement, là, sur hypothèse, sur le dispositif. Et je vous prends un exemple de la façon dont c'est traité chez quelqu'un quand on fait de l'analyse structurale de réseau. On va faire des graphes, éventuellement, on va repérer des nœuds, on va repérer des arcs, et puis on va faire une analyse de la structure avec des taux qu'on va calculer, de densité, par exemple, et puis on va jouer aussi sur les nœuds, on va décrire des nœuds avec ce qu'ils auront comme flux entrant ou sortant, qu'on va appeler des in-degree ou out-degree, etc. Et ça, c'est intéressant. Mais il se trouve qu'il y a une chose qui manque, qui est assez phénoménale, c'est qu'on ne parle pas des flux, réellement de ce qui passe. On s'intéresse soit à la structure, soit aux nœuds, et donc aux agents, etc. Donc, pourquoi il n'y aurait pas une agentivité aussi des flux? C'est ce qu'on trouve chez Pentland dans son bouquin de Social Physics, qui a eu une certaine audience. Vous voyez qu'effectivement, il va prendre 2 dimensions qui sont en partie issues de Granovetter d'ailleurs, où on dit d'une part, il y a une dimension d'engagement. Donc, on mesure la structure, comment les personnes qui l'observent à travers des dispositifs que les gens portent, comment ils sont engagés et les types de relations et comment la structure d'un collectif de travail peut être apparente et jouer un rôle dans la diffusion des idées qui circulent, puisque c'est son thème, normalement, son sous-titre. Donc ça, c'est intéressant, il n'y a pas tort. Et de l'autre côté, il va mettre en évidence aussi que pour des idées innovantes, notamment, il va falloir plutôt être dans la logique de l'exploration, c'est-à-dire d'aller voir ailleurs, et c'est des nœuds spécifiques qui sont capables d'aller dans d'autres communautés. Et donc, à partir de ce moment-là, on a une approche plutôt centrée sur les nœuds. Les 2 points de vue sont corrects, mais la chose étonnante, c'est qu'il ne dit rien. Il y a en tout une demi-page qui traite de ce qui circule. C'est-à-dire, vous ne savez pas que si ce qui circule, c'est des idées géniales d'innovation, des discussions conceptuelles, religieuses, des jokes, je ne sais pas quoi, on ne sait pas. Il s'en moque. Vous voyez,
il parle seulement de l'énergie qui circule. Bon, voilà, mais c'est quand même très minimaliste, vous voyez. Donc ça, c'est un défaut actuel des sciences sociales de sous-estimer les propriétés de ceux qui circulent et le pouvoir d'agir de ceux qui circulent. Alors, je passe sur le tipping point parce que Gladwell, qui est un des éléments clés dans l'analyse des propagations, effectivement, il y a un moment où il y a effectivement, ça franchit un seuil, ça décolle et ça s'étend comme le feu, comme on dit souvent comme spreading like wildfire. Bon, il y a plusieurs lois, si vous voulez, qui correspondent en réalité aux deuxième, troisième génération et première génération. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le point sur lequel je voudrais terminer, c'est le fait que pour travailler là-dessus, dans le bouquin que je vais faire paraître début 2023, qui s'appellera Propagation, eh bien, nous, chez Armand Collin, je liste tout un tas de domaines, depuis les virus, les rumeurs, la culture, la valeur dans la spéculation financière, etc. Tous ces éléments-là, je les étudie spécifiquement pour comprendre comment on peut en tirer des leçons sur l'étude des propagations. Mais il reste un dispositif qui est absolument génial pour faire des tests expérimentaux dans un domaine, ce que j'appelle dans un terrain expérimental naturel fabriqué, c'est Twitter d'un côté et les mèmes de l'autre. Et j'appelle ça les drosophiles des sciences sociales de troisième génération. Pourquoi? Parce que Twitter, c'est un artefact, certes, mais il crée les conditions d'une viralité extraordinaire qui, précisément, va nous permettre de comprendre ce qui circule et nous y intéresser. La drosophile, c'est ce qu'on appelle la mouche à vinaigre, quelquefois, c'est celle qui a servi, qui a été utilisée, alors qu'elle n'a aucun rapport apparemment avec les mammifères, par exemple, mais elle a servi à tester des modèles en génétique, notamment sur les questions de chromosomes, etc. Et donc, il y en a des millions, c'est disponible en quantité, et on pouvait faire ce qu'on voulait avec, sans trop de questions morales, ou plutôt éthiques sur la vie et la mort de la pauvre drosophile. Mais en attendant, on a testé beaucoup de modèles génétiques à partir de là. Donc, vous voyez qu'il y a des façons de faire qui peuvent être très utiles dans ce domaine. Twitter, de ce point de vue-là, est ce que j'appelle une machine mémétique, avec cette alerte à haute fréquence qui a été lancée. C'est notamment le bouton retweet, inventé en 2009, qui est absolument clé pour nous encourager. C'est un peu du nudge, d'une certaine façon, en disant il n'y a qu'à appuyer sur le bouton pour que ce soit propagé. Évidemment, tout le monde le fait, y compris 60% de ces retweets ne sont pas lus avant. C'est juste parce qu'il y a soit le nom d'auteur, soit le titre ou une photo, soit un hashtag, et on y va, on les relance. Et donc, la brièveté du message joue un rôle, le hashtag joue un rôle, et les trending topics amplifient ça, puisque tout Twitter fonctionne autour de ça. Alors, s'il me reste encore un peu de temps, je peux présenter la diversité de la façon de l'approche, mais très rapidement, là-dessus, c'est le fait que, typiquement, même quand on étudie Twitter, même quand on étudie les réseaux sociaux, eh bien, on peut avoir une approche de structure. C'est le cas, par exemple, de grands noms comme Lazare, Pentland et Varapassi, qui, effectivement, montrent qu'il y a des structures d'opposition partisane qui se reproduisent dans les nœuds, dans les réseaux sociaux, notamment. Bon. Deuxièmement, on peut aussi en faire une approche par les influenceurs. Et on montre que ce n'est plus les influenceurs à la mode de Katz et Lazarsfeld, où vous aviez ce qu'on appelait le two-step flow, avec des influenceurs ou des leaders d'opinion, comme on les appelait à l'époque, et on a désormais plutôt un ensemble épidémiologique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de différents influenceurs. Vous connaissez tous la course pour devenir influenceur sur Instagram, sur Facebook ou surtout sur YouTube. Vous voyez, ça fonctionne aussi, on peut l'analyser comme ça. Donc, on peut continuer à faire les mêmes sciences sociales, même sur les données qui sont les plus propices à analyser une nouvelle dimension qui est cette viralité. Et moi, je m'intéresse plutôt à ce qu'on essaye de tirer les sciences sociales vers l'analyse. Les sciences des données font un gros travail dans ce sens-là pour essayer effectivement de travailler sur le pouvoir d'agir d'un titre. Par exemple, sur Reddit, différents types de titres, on peut les comparer parce qu'il y en a plein. Et c'est dans un environnement assez restreint, contrôlé, on peut donc faire des comparaisons assez robustes. Même chose pour là, on voit là ce que l'on donne, effectivement, on mesure à la fois les propriétés du titre et puis ses propagations. Une autre analyse, c'est celle qui porte sur les mèmes, et ça, c'est des travaux faits par Adamic et son équipe à Facebook, parce qu'eux, ils ont accès à tout ce qu'ils veulent, donc ils prennent 13 millions de tweets, 13 millions de posts, et c'est pas de problème, ils peuvent faire le travail. Et voilà un mème absolument amusant.
que vous comprendrez. How to be skinny, notice that your body is covered in skin, say, wow, I'm skinny, congratulations, you are now skinny. So, c'est quelque chose ça, qui se diffuse massivement avec plusieurs démarrages, etc. Et on peut analyser les propagations de tout ça. Vous me direz, c'est quand même pas clé dans la destinée humaine et dans la compréhension des enjeux sociaux. Eh bien oui, mais nous sommes dans un travail expérimental pour le moment. Nous n'avons pas les moyens d'aller tout de suite traiter les grandes questions. Si on peut traiter des propriétés de propagation, les formaliser sur le plan mathématique comme sur le plan des concepts de sciences sociales, eh bien, il faut en profiter et travailler là-dessus, puisqu'on voit bien qu'au bout du compte, si on a un faible décollage au début, il n'y aura pas de répétition des cascades, et si on a une très haute viralité dès le début, il n'y aura pas non plus de répétition des cascades, c'est une viralité modérée, qui va assurer qu'il y a petit à petit plusieurs types de cascades qui vont pouvoir se revenir, si vous voulez. Le mean tracker de Leskovec et Kleinberg est un bon exemple de ça aussi, pendant la campagne Obama, donc ça date de 2009, mais moi j'ai essayé de le reproduire à l'EPFL, c'est pas simple du tout de faire ce genre de choses. Hein. L'intérêt chez Kleinberg, justement, et Leskovec, c'est le fait qu'ils peuvent, à partir de là, travailler sur les entités sémiotiques que sont les expressions, les phrases carrément, pour vérifier comment elles se transforment. Voilà qui est très intéressant. Ce n'est pas seulement la reproduction à l'identique, c'est effectivement des réplications avec leur dimension de transformation. Et c'est cela qui est très riche et qui, là, va commencer à nous faire comprendre comment la propagation, comme c'est le cas pour les virus avec leurs variants, eh bien, on a petit à petit des transformations, des variants et un certain nombre de mutations qui peuvent être tracées grâce aux méthodes digitales, justement. Donc, pour terminer, voilà, vous avez en fin de compte la possibilité de choisir 3 agencies, 3 types d'agentivité, mais qui supposent 3 méthodes distinctes. Les structures de réseau d'un côté, les nœuds, ou bien les entités circulantes et les mêmes avec leurs traits sémiotiques saillants. Est-ce que l'on doit les combiner comme on voudrait absolument le faire pour expliquer le tout d'une situation? Non, il faut s'en empêcher, il faut abandonner ce rêve réaliste du tout. Il y a des constructions partout, ce n'est pas les algorithmes qui vont tout d'un coup nous donner la clé parce qu'on aura les meilleures données, non. Les data scientists aussi doivent comprendre à quel point ils adoptent à chaque fois un point de vue dans le domaine des sciences sociales. Ils le font, qu'ils le veuillent ou non. J'ai fait un papier entier là-dessus sur les études de Twitter en montrant ce qu'ils choisissaient à chaque fois. Évidemment, on est limité par une plateforme. Dans les recensements, on était limité par les nations, c'était le cadre de recueil des données, et là, on est limité par les plateformes. Il faut éviter de passer tout d'un coup d'une plateforme à l'autre parce qu'il faut contrôler ça très solidement. Donc, il faut petit à petit des conventions pour suivre tout ça. Et bien entendu, je termine là-dessus, la contrainte, c'est que du coup, on voit bien que du point de vue des sciences sociales, nos traces sont en réalité captées par ce que j'appelle l'oligopole de l'attention numérique. L'attention numérique, c'est effectivement les plateformes GAFAM et Twitter qui les captent. Mais ils les captent, non seulement ils les captent, mais ils les commercialisent, ils les analysent et ils les analysent prétendument bien mieux que les social scientists, les sciences sociales, bien évidemment, puisqu'ils ont un volume, ils peuvent tester tout ce qu'ils veulent comme corrélation. Mais qui a la responsabilité? Là, c'est un autre sujet. Du point de vue éditorial, c'est jamais eux, c'est toujours les individus qui ont posté tel poste, ils n'y sont pour rien. Et donc, vous voyez tous les problèmes dans lesquels nous sommes. Donc, l'enjeu des régulations de ces plateformes-là, il n'est pas seulement un enjeu sur l'expression, sur la liberté d'expression, sur les fake news, etc. Il est un enjeu aussi d'accès pour les sciences sociales à ces données-là, qui sont des outils extrêmement riches pour une société, pour acquérir une forme de réflexivité nouvelle qu'elle ne pouvait pas avoir à ce niveau de granularité. Donc, j'espère que vous êtes conscients, après ma présentation, de l'importance de ce type de données et du fait que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de données qu'on va trouver des choses nouvelles, c'est parce que nous sommes mieux conscients du type de point de vue que nous adoptons sur le social. Et de fait, les plateformes, elles ont leurs propres intérêts pour adopter certains points de vue, alors que nous pourrions en avoir d'autres, et ce qui pourrait intéresser d'ailleurs, y compris à rebours, les plateformes, le marketing ou d'autres, bien entendu. Mais nous n'en sommes pas là. Nous avons un travail sur un chantier énorme à faire de construction de ce 3e paradigme des sciences sociales, ce qui n'élimine pas les autres, je le répète. Voilà, merci de votre attention. Excellent, merci beaucoup,
M. Bouillet. Et bon, je pense qu'il va y avoir une bonne discussion. Et j'ai moins de questions, mais je vais commencer par en ligne. Et je vais en fait demander à Alvar, bon, il peut allumer son micro et poser sa question. Merci beaucoup. Merci, David. Et merci pour la conférence. C'était magnifique. Ma question, c'est la suivante. Et, sachant qu'on est en plein transformation de la Web 2.0 jusqu'à la Web 3.0 pour décentraliser encore une fois, en fait, l'idée de l'Internet dès le début et de ne pas passer à travers des plateformes, comment est-ce que vous pensez que ça pourrait affecter l'accès aux informations que maintenant, par exemple, on pourrait avoir dans chaque plateforme, là, soit Facebook, soit Twitter, n'importe quoi, en utilisant des API, surtout. Et comment est-ce que vous pensez que ça pourrait affecter aussi la viralité des conversations, des thématiques? Merci beaucoup. Alors, on a toujours un problème avec les labels 2.0, 3.0, 4.0, c'est-à-dire qu'il faut exactement les définir. Il y a une chose au moins dont je suis sûr, c'est que notre accès désormais à l'Internet des objets est absolument en ligne avec ce que je viens de dire sur les propagations. C'est-à-dire qu'en réalité, nous allons avoir des entités agissantes qui sont les objets et qui font une partie très importante, y compris quand Zuckerberg crée le métaverse. Derrière, c'est cela, hein, c'est quand même aussi la connexion avec des objets, une interaction de ce type-là, et de développer le système d'exploitation de ce type de réseau-là. Et donc, ce type d'approche, ce type de données-là, il va nous obliger à considérer que oui, il y a des objets qui agissent, et on a des traces de cela, et qui nous font agir, y compris, parce qu'effectivement, il y a des choses qui s'affichent, qui pas, qui nous récupèrent des données, certes, mais qui surtout nous transforment notre environnement et nous font agir d'une certaine façon. Donc, sur cet aspect du 3.0, oui, c'est quelque chose qui va fonctionner. Si vous évoquez avec le 3.0 plutôt tout ce qui va relever de la blockchain et l'ensemble de ces choses-là, je ne sais pas, quelle est votre définition à vous du 3.0? Disons, enlever un peu les plateformes, parce que maintenant, on doit passer à travers toujours des plateformes pour pouvoir avoir un type de communication directe avec n'importe qui. Donc, l'idée, c'est, moi, je trouve que une partie de la 3.0, c'est un peu comme le but initial de l'Internet, c'est de pouvoir se communiquer de façon presque directe. Et moi, ce que je vois, c'est que ça serait magnifique dans un sens, mais de l'autre côté, ça serait beaucoup plus difficile de trouver un peu centralisé comment les informations et voir et étudier comment est-ce que les individus se communiquent. Alors, oui, je ne partageais pas forcément cette définition du 3.0, mais ça veut dire, de ce point de vue-là, je pense qu'on en est très loin. C'est-à-dire qu'en réalité, la puissance économique des plateformes n'a fait que se renforcer et on n'est pas près de la voir disparaître. Hein. Elle est au contraire celle qui organise, qui structure tout cela et qui, du fait, empêche, vous avez raison, tout un tas d'innovations. Ça, c'est clair. Puisqu'il y a une tendance à devenir propriétaire et à rendre opaque tout un tas de choses, etc. Ça, c'est clair, on ne bouge pas, on ne va pas dans le sens d'une ouverture plus grande, puisqu'y compris les marques n'ont même plus accès à leur propre retour sur ce que les consommateurs font, etc. C'est calculé par les plateformes elles-mêmes. Donc, de ce point de vue-là, on en est loin. Mais si on imagine effectivement des réseaux qui redeviennent distribués, ce qui était effectivement le cœur même de l'architecture d'Internet, il n'empêche qu'il y a toujours une infrastructure d'une part, et qu'il y a d'autre part un certain nombre de points d'accès, de points de circulation qui permettent de capter un certain nombre et de laisser un certain nombre de traces pour des raisons de calcul. Alors évidemment, la différence, c'est qu'on pourrait ne plus les calculer uniquement pour des raisons publicitaires. On aurait la possibilité, du coup, de programmer, y compris une certaine traçabilité, avec toutes les contraintes politiques et éthiques qu'il doit y avoir derrière. Donc, ça réduirait considérablement le champ de collecte de données, et ça, je suis entièrement d'accord. Je l'avais dit dès au début 2010, quand j'ai vu la façon dont
publicité envahissait les réseaux sociaux et devenait le modèle économique qu'ils avaient, il était clair qu'ils n'allaient pas laisser tout ouvert. À l'époque, Facebook était tout ouvert, hein, quasiment, pour les chercheurs. La preuve, ça s'est refermé très vite. Donc, on a de fait maintenant une situation comme celle-là. Donc, on a quasiment dans l'obligation de réinventer un modèle où ça permettrait de circuler selon d'autres principes, d'autres valeurs, et qui donnerait accès à condition que ce soit acceptable, pas seulement acceptable, mais moralement établi. Et ça, c'est quelque chose qui est plus compliqué. Bon, moi, je travaille sur le VT social avec Jimmy Page, par exemple, le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales. Donc, on est effectivement dans des principes totalement différents. Ça n'empêche pas l'accessibilité aux chercheurs, mais avec une forme de retour des informations. Et ce n'est pas très loin de ce qu'on disait sur Open Data tout à l'heure et Open Science, d'une certaine façon, un retour des informations vis-à-vis des personnes intéressées qui soit totalement différent de ce que l'on fait actuellement, qui est effectivement une pure prédation de traces, malgré le RGPD, malgré le GDPR, qui a été développé en Europe. Merci. Alors, je vais passer la parole à Madame Baudry qui a une question pour vous. On va continuer. Je vous remercie beaucoup pour cette excellente présentation. J'ai adoré votre historique. J'avais jamais vu ça de cette façon-là. Moi qui étudie, qui fait du quanti et du quali et puis du traitement du langage naturel, c'est une façon très élégante de présenter tout ça. Je vous remercie beaucoup. Vous avez fait référence vers la fin de votre présentation au fait que les plateformes possèdent un peu ces données-là. On a vu les chercheurs développer toutes les études sur la scientométrie et tranquillement, les Elsevier, Thomson Reuters de ce monde s'accaparer les données et fermer d'une certaine façon l'accès aux chercheurs. Voyez-vous la même chose se passer du côté des données qui sont justement sur les plateformes en ce moment? Je fais référence par exemple à LinkedIn, où il était impossible de télécharger les données LinkedIn, ou si on voulait avoir accès à l'entièreté de LinkedIn, tous les algorithmes qui étaient développés appartenaient à LinkedIn. Il y avait énormément de problèmes de propriété intellectuelle sur les outils qui étaient développés pour exploiter LinkedIn. Donc, est-ce que vous voyez, dans le fond, un certain resserrement? Vous venez de mentionner un peu, dans le fond, le problème d'accès aux données et le fait que les chercheurs en sciences humaines et en sciences sociales qui sont là pour analyser ces données-là, mais d'un point de vue non pas partisan, alors que les plateformes ont quand même quelque chose à vendre, ne serait-ce que nous, hein, parce que c'est nous qui vendons sur les plateformes. Hein? Donc, est-ce que vous voyez un resserrement et puis une difficulté d'accès aux données? Puis je fais un peu référence à la présentation précédente sur Open Data, où il faudrait se doter d'un univers parallèle où tout un chacun télécharge les données et les met en données ouvertes. Mais là, est-ce qu'on n'entre pas dans des problèmes de légalité de ce téléchargement des données? Là? Je nous vois pris dans des dédales légaux pendant plusieurs années. Effectivement, je pense que c'est un problème très, très important, très significatif du fait qu'on perd la prise en termes de gouvernement des comportements sociaux, ce que les États avaient avec les recensements, qui avaient déjà été déplacés vers les médias et les marques. Là, il est encore un peu plus déplacé du côté des plateformes. Et comme je le disais, le mouvement est effectivement d'une fermeture, donc on pourrait parler presque d'un mouvement d'enclosures, carrément, parce que c'est une appropriation de toutes ces traces-là, y compris sur LinkedIn. Moi, j'ai dirigé une thèse sur LinkedIn il y a plus de 10 ans, au tout début, et effectivement, on avait accès à tout un tas de choses, à des graphes, y compris, je connais bien les gens qui ont créé les graphes, c'est des anciens étudiants de Compiègne, qui ont créé les graphes sur LinkedIn, et puis en réalité, une fois que tout ça a fonctionné et a commencé à être monétisé, parce que c'est ça la clé, à partir du moment où c'est monétisé, ça devient une ressource pour construire des corrélations qui permettent de faire, comme dit Souchana Zuboff, des produits prédictifs qu'on va vendre aux marques d'une façon ou d'une autre. Donc, tout cela, ils n'ont plus du tout intérêt à le mettre à disposition d'acteurs tiers,
comme les autres. Facebook a essayé à un moment de se dire « Ah, on va faire quelque chose, on va mettre un système dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, comment s'appelait-il, Open quelque chose, je crois, mais qui a complètement raté parce qu'il aura fallu une quantité, c'était une usine à gaz qu'ils ont construite pour s'assurer qu'en même temps, on ne pouvait pas avoir accès à des secrets industriels, comme on dit, etc. Donc, ça n'a pas marché. Il y avait pourtant mis tous les académiques qui étaient solides dans cette affaire, et ça devenait tellement compliqué qu'ils ont laissé tomber. Et donc, ça, c'est quand même, tant qu'on veut préserver ce secret de ces traces parce qu'elles sont monétisables et c'est leurs ressources, c'est vraiment leurs revenus qui dépendent de cela, et bien là, on n'arrive pas à développer une infrastructure correcte. Alors, à l'opposé de ça, vous voyez quand même l'exemple de Wikipédia. Alors, j'en parle parce que j'ai un ancien collègue de l'EPFL qui est à l'UNIL, l'université de Lausanne maintenant, et qui a développé, si vous cherchez un petit peu le nom de Boris Bode, pour ceux qui sont intéressés par les questions de géographie notamment, eh bien, il travaille sur des entrées d'exploitation de données massives sur Wikipédia, y compris les accès, les traces d'accès, les traces de consultation, les durées de consultation, l'ensemble des liens, etc. Etc. Tout cela, elles sont accessibles. Et donc là, on a un environnement qui est politiquement totalement différent parce qu'il assume le fait qu'il est à mission, qu'il est un bien public, d'une façon ou d'une autre. Et donc, on est tout à fait en lien avec la présentation qui a été faite précédemment. Il y a un vrai choix. Et de fait, nous sommes du coup, évidemment, que moi, je vais travailler aussi en termes de propagation sur ce que je peux trouver sur Wikipédia, mais comme ce n'est pas le dispositif fait pour la propagation, Wikipédia, au bout d'un compte, au contraire, ça se stabilise. Cela dit, quand vous rentrez dans des batailles d'édition dans Wikipédia, que vous connaissez bien, à certains moments, là, vous avez des phénomènes de propagation intéressants. Ou à des moments, à certains événements, où vous voyez les pics de consultation, l'ensemble des ce qu'on avait appelé nous la See Also Logi. On avait créé au Media Lab un logiciel où on voit tout ce qui est relié à ça. See Also, vous voyez en bas de Wikipédia, vous faites les liens, les graphes qui vont avec, et vous trouvez beaucoup de choses très intéressantes sur les domaines qui sont explorés. Et vous voyez que ce sont des philosophies assez différentes. Donc là, nous sommes un peu dans une situation où petit à petit en Europe, on essaie de reprendre la main pour réglementer cela, réglementer ces plateformes, mais ce sujet-là est un peu au fond du panier, n'est pas en tête de liste, et on est encore très très loin de prendre ça comme une alerte sur le fait que des sociétés perdent les outils de réflexivité vis-à-vis d'elles-mêmes, et ça c'est très important. Le mouvement, il est plutôt vers la fermeture effective. Ok, donc moi j'ai encore qui arrive un peu en ligne, un couple de questions. Je vais d'abord vous poser la mienne. En fait, qu'est-ce que, de la manière dont vous avez présenté aujourd'hui, j'ai comme l'impression que la révolution numérique des sciences humaines n'a pas encore, même pas débuté, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est dans une époque dans laquelle on est vraiment en expérimental. On a de nouvelles méthodes, on a de nouveaux données, on essaie de faire des points, mais on ne sait pas au final, on ne sait pas c'est quoi la conclusion à prendre, on ne sait pas comment les interpréter. On les fait pareil. Toutefois, vous dites que la vraie révolution, c'est du côté théorique, c'est-à-dire de combler l'écart entre les traces qu'on collecte et qu'on analyse et ensuite l'interprétation qu'on fait de ces traces-là. C'est-à-dire, quel est le cadre théorique qui nous permet de dire OK, cette trace, ça veut dire ça, je peux conclure comme ça. Donc, j'ai l'impression que la vraie révolution, c'est épistémologique, mais aussi théorique. Et donc, la question, c'est est-ce que je me trompe à interpréter ça comme ça et on est rendu à quoi de cette vraie révolution? Alors, ce qui est important de souligner, c'est quand même, comme je l'ai dit, qu'il est tout à fait légitime de vouloir continuer à faire les mêmes sciences sociales avec les mêmes points de vue, tout en exploitant le pouvoir d'amplification qui est celui du numérique. Donc, qu'on ait beaucoup plus de données, qu'on ait des données d'une granularité plus importante, qu'on ait des calculs qui mobilisent, par exemple, des graphes. En humanité numérique, moi, j'ai travaillé avec Frédéric Kaplan, le PFL, on avait la Venice Time Machine. C'est extraordinaire pour un historien, je veux dire, de collecter toutes ces traces-là qui sont toutes corrélées, puisqu'on collecte vraiment les archives on a les archives depuis 1400,
Et donc, on a effectivement 1200 même. Et on a donc un volume absolument considérable qui a été tout numérisé. Et on peut créer des liens, tester des choses, y compris utiliser les outils du machine learning pour ce type de tests de corrélation. Et donc, faire de nouvelles types d'histoires, un nouveau type d'histoire dans ce sens-là. Mais ça ne change pas. Ça peut éventuellement introduire du coup des transformations profondes au sein d'une même discipline. Et ça ne prend pas en compte le fait que la pervasivité, la diffusion massive de ces traces à partir de tous nos comportements et de façon microscopique, donc vraiment des choses extrêmement élémentaires, change nos façons d'être collectivement, socialement, on le voit sur les réseaux sociaux, etc., mais aussi donne des opportunités pour les chercheurs de précisément faire cette révolution théorique. C'est-à-dire que, mais la révolution théorique, pour moi, elle avait déjà été faite par Tard, si vous voulez. Hein. Et puis, il y a eu quelques autres, mais pas beaucoup. En réalité, le point de vue, il est différent. C'est l'occasion de le mettre à l'épreuve, etc. Les expérimentations qui portent sur comment on prolonge les tendances actuelles en les équipant avec beaucoup plus de données et beaucoup plus de méthodes de calcul du type machine learning, etc., c'est différent de celle qui consisterait à dire on va se poser la question de quoi on parle quand on mesure des traces, quand on récupère des données, quel est le point de vue du social que l'on adopte. Ça, c'est quelque chose qui est, par contre, un autre type de question qui ne pouvait pas être formulé dans ces termes-là auparavant, puisqu'il y avait bien des rumeurs, il y avait bien un certain nombre de suivis, par exemple, l'évolutionnisme culturel. Vous suiviez des grands, par exemple, j'ai travaillé avec Franco Moretti, par exemple, sur le distant reading. Vous aviez, lui, fait aussi ce type de traces et comment ça se transforme en des grandes séries de données à longue durée. C'est seulement depuis qu'il a ces outils de quantification massive qu'il peut non seulement apporter des validations d'énoncés classiques, mais qu'il transforme le regard sur la littérature. C'est-à-dire qu'il transforme le fait que, on peut analyser en distant reading, on ne rentre pas dans les détails des œuvres, mais on analyse les titres et leur évolution et comment il y a des modes et des influences qui se transfèrent d'un siècle à l'autre. Et ça, c'est complètement nouveau. Alors lui, il est dans la longue durée. Moi, je suis plutôt dans les courtes durées, effectivement, mais on est très voisins. On a travaillé ensemble sur un certain nombre de sujets. Donc, c'est quelque chose qui est assez, qui est un défi, effectivement, important pour les sciences sociales. Mais il n'y a pas besoin que tout le monde se mette à faire ça, mais il faut être conscient qu'il ne faut pas rater cette dimension-là. Sinon, en réalité, ce sont les plateformes qui vont capter tout le savoir sur nos phénomènes de viralité. Or, tous nos phénomènes de viralité affectent l'ensemble de nos sociétés de façon phénoménale. C'est absolument incroyable, de façon énorme. Donc, c'est très important que les sciences sociales se récupèrent cela en faisant un nouveau champ, et plutôt qu'un nouveau champ, ce n'est pas un autre domaine, de mon point de vue, c'est précisément un autre point de vue, un autre standpoint, une façon de rentrer dans la vision du social et de qualifier les entités qu'on observe et les entités qui agissent. Donc ça, c'est quelque chose ce que je propose ici. Là, on en est au tout début, parce que même du point de vue de la théorie de l'acteur-réseau, pour ceux qui sont un peu familiers avec ça, effectivement, on a plutôt eu tendance à se déporter vers l'analyse de réseaux au sens de graphes, même s'ils sont évolutifs dans le temps, mais on n'a pas pris en compte l'idée d'un suivi de propagation systématique. Donc, c'est là où, effectivement, je complète ces approches-là en considérant qu'il faut être assez radical de ce point de vue-là. Mais encore une fois, et c'est ça la différence aussi avec la théorie de l'acteur-réseau, sans invalider les autres. Je ne dis pas que les propagations sont la source de tout le social, pas du tout. Je dis qu'il y a certains problèmes, certains phénomènes qui justifient et qui désormais, nous pouvons y accéder alors qu'avant, on ne pouvait pas. Alors que l'opinion continue à être construite avec les sondages et la société continue à être récupérée et observable à travers les recensements, les registres, etc. Bon, parfait. On avait jusqu'à 2 heures en principe. Mais j'ai une dernière question. Si vous avez, est-ce que vous avez la force, M. Bollier, pour une dernière question qui arrive de... Oh, mais oui, il n'y a pas de problème. Juste, par contre, c'est une question relativement longue dans laquelle il y a une partie introductive. Je vais vous lire. Il semble que l'une des conséquences de cette propagation est que plusieurs communautés se forment autour de différents discours sur Internet. Ces communautés peuvent même développer des références et des vocabulaires spécifiques
qui ne sont pas évidents pour un parti non initié. Et voici la question. Percevez-vous un certain niveau de fractionnement des données et des défis inhérents à l'étude de ce type de discours et mêmes? Les mêmes, comme les mêmes. Non, la question est tout à fait justifiée parce qu'effectivement, on se rend compte que dans tous moi, quand je travaille sur les mèmes, je travaille effectivement avec Know Your Meme, Quick Meme, etc. Enfin, il y a Meme Generator et puis Reddit, et puis etc. Donc, ce sont des plateformes spécifiques qui sont des dispositifs construits pour la propagation des mèmes et leur génération d'ailleurs, leur invention. Et on peut évaluer ceux qui ont plus ou moins de succès, etc. Et évidemment, ils ont du succès au sein d'une communauté délimitée, et la personne a raison de signaler ça. C'est-à-dire qu'en réalité, au bout d'un moment, quelqu'un qui est complètement extérieur au domaine ne comprend à peu près rien aux allusions qui sont faites, au fait que ça fait référence d'ailleurs à un autre mème qui a été, où on a réutilisé le même terme, pas forcément avec des images différentes, mais c'est des termes qui viennent d'un autre type de mème. Bon, donc il faut effectivement avoir une forme d'initiation pour cela. Ce qui donne une limite de la propagation, hein, parce qu'effectivement, on retombe évidemment à un moment sur la capacité d'un même à se propager hors de sa communauté d'origine. Donc, comment est-ce qu'il est capable justement d'en sortir? Il y en a qui y arrivent. Hein. Moi, je fais travailler mes étudiants là-dessus depuis plusieurs années, donc j'ai des quantités d'études dans ce domaine. Par exemple, sur Pippi the Frog, eh bien, ce type de mème, c'est intéressant de le suivre à la trace et de voir qu'il est réutilisé par Trump à un moment, et puis de l'autre côté, réutilisé par les protesteurs, par les manifestants de Hong Kong, vous voyez, donc, et dans des sens totalement différents. Donc, ces mutations-là sont intéressantes, même si, en réalité, c'est des communautés assez limitées, et précisément, il est sorti de sa communauté et il a été réutilisé et de façon contradictoire même, vous voyez, ça, c'est intéressant. Donc, ces phénomènes-là, on se dit, ben voilà, quel est le pouvoir des différents éléments sémiotiques de tout cela? Et bien, dans un cas, il y en a un qui dit que tout va bien, et dans l'autre, c'est celui qui pleure. Le chinois, il pleure. Donc, vous voyez, il y a des choses, des mutations comme ça, et ça, c'est des choses intéressantes pour étudier la capacité d'une communauté à maintenir une homogénéité ou pas, ou au contraire, est-ce que le même lui-même est capable de perforer ces limitations? Tout problème qu'on se pose en épidémiologie aussi, hein, c'est-à-dire effectivement, comment est-ce qu'un variant, au bout d'un moment, épuise le premier public auquel il a affaire et à travers des variations, justement, et ça, on est dans une théorie complètement évolutionniste, hein, moi, je suis évolutionniste à fond, mais effectivement, il y a des essais-erreurs, puis il y en a un certain nombre qui arrivent à franchir une barrière d'un autre groupe et du coup, qui va gagner un succès parce que précisément, il va s'accrocher à la protéine spike d'un autre ailleurs, et puis voilà. Donc, cette histoire qu'on maintenant on baigne tous dans l'épidémiologie sans le vouloir, parce qu'on en a à longueur de colonne, eh bien, on a appris aussi un peu quelque chose de ces phénomènes de viralité dont on ne doit pas décalquer la terminologie ni les concepts tels quels. Il y a quand même une façon de penser les problèmes qui mérite d'être appliquée dans d'autres environnements, chose à laquelle on n'est pas du tout habitué, ni formé d'ailleurs en sciences sociales, mais qui pourrait intéresser largement, y compris les domaines opérationnels. Alors bien entendu dans les sciences de données, évidemment, mais aussi dans le marketing, dans la science politique, dans tout un tas de choses, si vous voulez, hein, parce qu'on n'est pas obligé de penser seulement avec les cadres anciens qui ont toujours leur validité, je le rappelle. Mais merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Je pense qu'on s'arrête ici, c'était une belle conversation. Alors, je remercie tout le monde, les gens qui sont présents, les gens qui sont en ligne.